La deuxième partie du Père Goriot s'intitule Entrer dans le monde. Et là encore, le titre est explicite. Ça décrit tout simplement l'entrée de Rastignac dans le monde parisien. Entrer dans le monde, c'est une expression vraiment très courante à l'époque, très connotée. Voilà, qui vraiment cette expression symbolique pour dire qu'on fait son entrée dans la vie active, dans la société. On se montre dans les soirées, dans les salons, dans les bals. Bref, on se présente au monde. Voilà, on quitte un peu le monde de l'enfance, on est un peu caché dans sa chambre, etc. Et on arrive sur la scène de la vie, la vraie vie. Et comme à l'époque l'habit fait le moine, eh bien pour entrer dans le monde, ce qui est indispensable pour Rastignac, eh bien c'est d'avoir une bonne allure, d'être voilà, dans la bonne tenue, en costume, pour être déjà crédible d'entrée. Sans ça, il ne peut même pas prétendre aller dans le monde. C'est un peu comme l'armure pour un chevalier. Eh bien l'armure du 19e, des temps modernes, eh bien c'est le costume. Mais pour cela, Rastignac a besoin d'argent, donc il en demande à ses parents. Il lui en envoie les dernières économies de la famille, c'est la ruine totale. Et donc, eh bien, il va s'acheter un costume et il se le fait faire sur mesure. À l'époque, on va chez le tailleur, etc. On se fait faire le costume comme ça. Et donc, ça y est, Rastignac est fringué nickel. Il va se refringuer. C'est Pretty Woman, vous voyez, il va faire les boutiques et tout. Et il arrive avec une panoplie parfaite, des vêtements soignés, nickel, bien élégant. Et donc, avec ça, il est armé, c'est bon. Il peut aller dans le monde, il peut se montrer à l'opéra, il peut se montrer dans les bals, il peut se montrer dans les salons, dans les soirées, etc. Et justement, Rastignac est invité à l'opéra par sa cousine, Madame de Beauséant, qui lui dit voilà, qui commence en fait son rôle de guide, qui l'emmène dans les lieux où il faut être pour se montrer, pour se faire connaître, pour commencer un petit peu son entrée dans le monde, ses relations, etc. Et donc, vous savez, scène classique typique d'opéra d'époque, c'est-à-dire qu'on est dans le balcon comme ça, on domine un petit peu la salle, on est dans un balcon privé, les gens les plus riches ont des balcons privés, ils dominent la salle et puis ils peuvent regarder un petit peu tout le monde comme ça, parce qu'à l'époque, on va surtout à l'opéra pour se montrer, pour être vu, et puis aussi pour regarder les autres, et puis pour discuter, pour se réunir, parfois pour des rendez-vous galants, des rendez-vous d'affaires, etc. Et donc, elle lui montre un petit peu tout le monde, et donc elle lui dit, vous voyez là-bas, là, dans le balcon d'en face, eh bien, c'est Delphine de Nucingen, c'est la fille de Goriot. Vous voyez, elle est là. Alors en ce moment, elle a un petit chagrin d'amour, c'est fini avec son amant, voilà. Et donc, Rastignac a un coup de foudre, vraiment. Enfin, il la trouve très belle. Il est vraiment fasciné par elle. Il la trouve très jolie. Et puis bon, très riche aussi, il faut le dire. Rastignac est déjà un ambitieux, donc il flaire un peu le bon coup. Et c'est ce que lui dit en plus Madame de Beauséant. Il dit, vous savez, voilà, c'est pas mal pour commencer, quoi. Elle est assez facile d'accès. Vous allez avoir pas trop mal à la séduire. Donc ça va, c'est prenable comme cible. C'est du bon gibier. Et c'est un bon début pour commencer parce qu'il y a des sous, etc. Enfin, c'est pas trop mal, je vous la conseille, quoi. Donc, Madame de Beauséant. Et donc, Rastignac voit les deux bons aspects. Il dit, bon, elle est très jolie, donc vraiment, sincèrement, je peux vraiment tomber amoureux d'elle. Ce que lui dit Madame de Beauséant. Elle dit, si vous pouvez tomber amoureux d'elle au passage, c'est pas mal. Il se sent bien capable de le faire, de tomber amoureux d'elle parce qu'il la trouve très séduisante. Mais en plus, ça sent bon parti. Donc, il demande à être présenté à elle. Et donc, voilà, c'est la rencontre entre Rastignac et Delphine de Nucingen. Une rencontre qui fait plutôt mouche, qui se passe plutôt bien, puisque très rapidement, en fait, dans cette partie-là, eh bien, ils vont nouer une relation ensemble. Ils deviennent amants. La relation avec Delphine de Nucingen va avoir pour effet de précipiter encore plus en fait, l'amitié avec Goriot, puisque le père Goriot étant obnubilé par ses filles, forcément, quand il apprend qu'un des pensionnaires de la pension se lie d'amour avec sa fille, il est ravi, quoi. Il est absolument admiratif devant Rastignac parce que du coup ça devient un peu comme son fils, son gendre. Il est déjà en train de fantasmer sur une vie de conte de fées entre sa fille qui a été très mal mariée, qui est malheureuse en couple, voilà, ça se passe très mal, il pense même qu'elle peut être répudiée par son mari. Et il se dit voilà, grâce à vous, vous êtes un homme bien, ça se voit, vous êtes un bon petit gars, vous j'ai confiance, ça va être heureuse avec vous. Vous voyez, il pense qu'au bonheur de sa fille, il est complètement obnubilé par voilà, le bien-être de ses enfants, rien n'est assez bien pour sa princesse, etc. Là, il sent qu'il a peut-être trouvé le prince charmant pour sa princesse. Alors du coup, tout de suite, Goriot étant ce qu'il est, je vais vous aider, vous inquiétez pas, je vais vous donner de l'argent, je vais vous prêter de l'argent. Voilà, tout de suite, il est dans son rôle de Père Noël qui va tout prix faire des cadeaux, qui va tout prix aider, gâter les enfants, alors que Rastignac ne lui a rien demandé encore. Mais comme d'habitude en fait avec Goriot et Rastignac se rencontrent très vite, eh bien il y a un petit fond tragique en fait derrière toute cette douceur et cette bonhomie et ce bonheur. Puisque, en fait, ce qui est lamentable, c'est que les filles Goriot ne parlent à leur père que pour demander de l'argent. En fait. En dehors de ça, elles ont honte de lui. En fait, elles n'assument pas du tout leur père. Il faut surtout qu'il se cache, qu'il ne se montre pas. Il n'a pas du tout le droit d'aller les voir, etc. Parce qu'elles ne se prennent pas pour de la merde. Elles sont dans la jet set, etc. Et du coup, elles auraient honte qu'un vieillard comme ça, qui est un homme très simple, très bonhomme, qui n'est pas très riche, du coup, forcément, il s'est ruiné pour elles, se montre. Donc, du coup, elles ont complètement honte de lui et elles le cachent. Et lui, du coup, il a juste le droit de se taire et juste de prêter du fric quand elles ont besoin de lui, mais en dehors de ça, elle ne le regarde pas. Et c'est vrai que là, ça fait vraiment de la peine, c'est le côté poignant de l'histoire, parce qu'on a un homme qui donnerait tout pour ses filles, mais cet amour n'est pas réciproque, n'est pas du tout à égalité.
Et ces filles, en revanche, feraient tout pour que leur père se fasse le plus petit possible et soit juste en fait un compte en banque. Je préfère les voir en secret à cause de mes gendres. Cela me donne 1000 jouissances que n'ont pas les autres pères qui peuvent voir leurs filles quand ils le veulent. Quand il fait beau, je vais sur les Champs-Élysées ou bien dans une promenade. Je m'assieds sur un banc et j'attends. J'attends qu'elle passe. Le cœur me bat quand leur voiture arrive. J'aime les chevaux qui les traînent. Et je voudrais être le petit chien qu'elles ont sur les genoux. Je vis de leur plaisir. Parfois, je vais en ville. J'entends dire autour de moi, voilà une belle femme. Ça me réjouit le cœur. Car c'est mon sang, comprenez-vous? Cela vous suffit. Chacun sa façon d'aimer. Et la mienne ne fait de mal à personne. Goriot est d'autant plus accro à Rastignac parce qu'en fait, c'est son seul lien vers sa fille, en fait, en particulier Delphine. Le seul lien qu'il ait avec sa fille, c'est à travers Rastignac. En fait, c'est pour ça que dès que Rastignac rentre de ses soirées avec Delphine ou rentre d'une journée de cours, etc., eh bien, Goriot lui demande toujours « Vous avez vu ma fille? Vous avez vu ma fille? Racontez-moi ma fille, racontez-la moi. » C'est toujours son expression « Racontez-moi ma fille. » Parce que finalement, il n'a rien d'elle, il n'a aucune nouvelle. Et puis à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc il ne peut pas l'espionner sur Facebook, il ne peut pas voir des photos d'elle, de ce qu'elle fait. Il ne sait rien d'elle, que ce que lui dit Rastignac. Donc Rastignac, qui est très attendri par Goriot, eh bien, va dans son sens en fait, lui raconte sa fille pendant des heures, le soir, elle est habillée comme ça, ah oui elle est habillée comme ça, ah c'est un pendentif que je lui ai offert, je suis content, ça fait plaisir, ah puis vous savez, elle était très belle dans cette toilette là, ah je suis content, ça valait le coup de lui prêter de l'argent, elle le méritait vraiment, elle est belle comme ça. Par contre j'ai senti un petit peu triste, elle pleurait, oh c'est vrai elle est triste ma fille, oh non non mon Dieu mais vous me faites mal au cœur, voilà. On a un père qui est complètement gaga. Et Rastignac, en fait, lui, veut lui faire plaisir, en fait, et du coup, vraiment, ça donne avec plaisir au fait de lui raconter sa fille, de lui raconter le moindre détail de ce qu'ils font, voilà, ensemble, de leur sortie, de comment elle était et tout. On voit que Rastignac est plutôt du côté du père Goriot, en fait, et se demande direct, mais pourquoi elle ne le regarde pas, pourquoi elle ne fait pas attention à son père, et qu'en fait, il veut peut-être aider à réconcilier un peu les enfants et le père. Delphine est une véritable petite peste opportuniste et intéressée, elle s'en cache à peine. En gros, son but justement, elle est intéressée par Rastignac. Vous voyez, tout le monde se sert de tout le monde dans cette histoire, c'est ça qui est navrant. Rastignac se sert un peu de Delphine parce qu'il veut réussir dans Paris et que c'est un premier début pour lui de se lier à une dame. Mais elle se sert de lui parce qu'elle a compris que c'était le cousin de Madame de Beauséant. Or, Madame de Beauséant, pour Delphine, mais c'est le top du top en fait. Elle rêve d'être présentée à cette dame, elle rêve de faire partie de sa société. Et du coup, vous voyez, ils se servent l'un de l'autre. C'est vraiment une relation basée sur les intérêts, le profit, sur l'argent, les relations. C'est épouvantable, hein, c'est vraiment grinçant. Et du coup, Rastignac va vite tomber de haut un petit peu avec Delphine parce qu'il voit qu'elle se sert vraiment de lui, qu'elle ne pense qu'à cette histoire de balle et à Madame de Beauséant, et qu'en plus, elle n'arrête pas de lui demander de la thune. Elle lui demande d'aller jouer au casino pour elle. Elle lui demande de lui prêter de l'argent, de l'aider à payer ses dettes. Et du coup, parfois même, Rastignac ne peut pas les payer. Du coup, ça tombe sur le père Goriot. Enfin, c'est que des histoires de thunes, c'est épouvantable. Du coup, Rastignac se ruine avec cette relation plus que ça ne lui rapporte de l'argent. Le côté relation est intéressant, mais en revanche, le côté argent, moyen. Et c'est à ce moment-là que, comme par hasard, tombe du ciel une proposition assez inattendue et assez grinçante là aussi. La proposition de Vautrin, qui s'avère être l'autre grand temps fort du livre, le temps fort de la seconde partie en tout cas, le monologue de Vautrin. Après celui de Beauséant dans la première partie, on a le monologue de Vautrin. Vautrin tombe le masque devant Rastignac en fait et lui avoue plus ou moins qu'en gros c'est une espèce de criminel ou d'escroc, enfin de malfrat. Je vous connais comme si je vous avais fait. Qui êtes-vous? Vous aimeriez bien le savoir, hein. Disons que j'ai eu des malheurs. Ça m'a rendu indépendant et tué un homme ne me soucie guère. Vous savez tuer. Vous êtes un assassin? Je suis ce que vous appelez un artiste. Si je tue, je le fais proprement. Car j'aime le beau partout où il se trouve. Il lui dit, écoutez, je sais que vous avez besoin d'argent. Je sais. Et croyez-moi, vous pouvez toujours continuer à fréquenter les hypocrites de Paris. Vous allez mettre des années à devoir fréquenter des gens imbuvables, épouvantables, aussi escrocs que moi, hein, vraiment. Mais sauf que eux, ils ont des beaux costumes et ils se cachent derrière les apparences. À votre âge, je croyais encore à des tas de bêtises. Maintenant, je n'obéis à rien et je vous observe. Vous savez de quoi vous avez besoin? D'un gros paquet d'argent, c'est tout. Et cet argent, moi, je vais vous le donner. Vous? Votre famille est dans la dèche, vous n'avez pas un sou, vous mangez les ratatouilles de Madame Bocquet et vous rêvez d'un hôtel Faubourg Saint-Germain. Je me trompe. C'est bien l'ambition. Les ambitions ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer et le cœur
Bien plus chaud que les autres hommes. Vous avez une faim de loup. Alors quoi, hein? Du droit. Vous pourrirez dans un tribunal de province et avec de la protection, vous... vous épouserez la fille du maire. Merci bien. Ou avocat, il vous faudra balayer le palais avec votre langue. Faire des bassesses à dégoûter une truie. Vous serez malheureux comme une pierre d'égout. Alors quoi? Mais aujourd'hui, il faut commencer votre révolte contre les conventions humaines. Vous êtes au carrefour de la vie, il faut choisir. Mais où trouver de l'argent alors? 50 000 jeunes gens à Paris se posent en ce moment cette question. Et ils se mangent les uns les autres, comme des araignées dans un pot. On voit partout des choses atroces. Des femmes en guerre avec leur mari et le père Goriot faisant fondre son vermeil pour des chiennes. Eh oui, mon ami, l'homme est imparfait. Mais que faire? Pour s'enrichir, il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Il faut frapper de grands coups, se salir les mains ou la conscience. Et il lui propose un coup. Ce coup, il est simple. C'est qu'il y a donc dans la pension Victorine Taillefer, j'en ai parlé, hein, cette jeune fille qui a été répudiée par son père, hein, qui a été déshéritée parce que son père n'aime pas sa fille, et voilà, il y a un homme très très riche et donc se concentre sur son fils aîné. Et Vautrin flaire le bon coup, dit « attendez ». En gros, le mec il a de l'argent, il a déshérité sa fille, d'accord, mais il a un fils aîné, tout est concentré sur lui, la richesse. Mais s'il arrivait un petit pépin à son fils, petit accident, vous voyez, un petit truc, c'est malheureux dans la vie parfois, un accident il est arrivé, le fils meurt. Eh bien le père n'aurait pas d'autre choix que de, à nouveau, rendre sa fille héritière parce qu'il est trop tard pour faire des enfants et que du coup, par défaut, il se reporterait sur sa fille. Donc, la fille toucherait le pactole. Et du coup, indirectement, eh bien, l'homme qui serait avec sa fille, l'homme qui voudrait épouser sa fille. Je vais vous faire une proposition. Avant de partir pour l'Amérique. Oui, exactement. Je vais vous faire gagner une somme énorme et vous m'en donnerez 20%. Dites-moi, que faut-il que je fasse? Presque rien. Vous voyez la jeune fille là qui nous observe, qui vous mange des yeux depuis tout à l'heure. C'est Victorine Taillefer, son père l'a renié. Il a préféré réserver tout son bien pour son fils. Pourquoi? Peu importe, c'est comme ça. Moi je n'aime pas ce genre d'injustice. Regardez-la, regardez-la bien. Son cœur est une éponge qui n'attend qu'à se remplir d'amour. Faites-lui la cour, épousez-la. Plus tard, vous lui avouerez une dette immense qu'elle vous acquittera, évidemment. Je prendrai ma commission et je partirai. Et son frère? Son frère, si la volonté de Dieu le lui retirait, aussitôt le vieux Taillefer reprendrait sa fille, je le sais. Car il voudra à toute force une descendance. Et c'est là que Vautrin propose un marché terrible à Rastignac. Pour cela, je vous propose, moi, d'organiser un truc. On va organiser la mort du grand frère. On va créer un faux duel. Vous inquiétez pas, j'ai tout préparé, j'ai un pote qui va faire semblant de l'agresser, ils vont se provoquer en duel. Le but, c'est que mon pote, qui est un très bon tireur, le bute. Le gars meurt, ça a l'air d'être un accident de duel. Sauf que le gars est mort, hop, le père Taillefer n'a plus d'autre choix, il reprend sa fille, la fille touche le pactole, et comme vous vous présentez comme le fiancé de la fille, je vous propose du coup de la draguer, il faut la séduire, il faut à tout prix que vous deveniez son petit ami, son amant. Et comme ça, du coup, vous l'épousez, vous touchez la dot et du coup, vous avez l'argent. Et je vous propose du coup qu'on partage les frais. Il lui propose du coup un pourcentage. Il dit voilà, moi je prends tel pourcentage, vous prenez l'autre. Comme ça, on partage la thune. Moi, je me casse en Amérique. Moi, mon rêve, c'est d'aller en Amérique, de faire fortune en Amérique, de devenir propriétaire terrien, d'avoir des esclaves, etc. Vous faites votre vie à Paris. Comme ça, tout le monde est content. Et ça restera entre nous parce qu'officiellement, ça aurait été juste un accident de duel. Je me charge du rôle de la Providence. J'ai un ami qui m'est tout dévoué, un colonel de la garde royale. Il remettrait Jésus-Christ en croix si je lui demandais. Et alors? Il cherche querelle à un frère qui ne donne pas son franc à sa sœur et... Quelle horreur, vous plaisantez? Allons, du calme. Ne faites pas l'enfant, réfléchissez. Alors, allez-y, insultez-moi. Dites que je suis un bandit, je vous pardonne d'avance. Entre ce que je vous propose et ce que vous ferez un jour, il n'y a que le sang. Je ne vais pas entendre un mot de plus. Je te croyais plus fort que ça. Lâchez-moi. Je te donne 15 jours. C'est à prendre ou à laisser. Alors sur le coup, Rastignac est terrifié par ce qu'il entend, il trouve ça épouvantable, il ne veut même pas écouter Vautrin, voilà, c'est vraiment horrible pour lui, il refuse catégoriquement. Mais mine de rien quand même, l'idée le travaille un petit peu, puisqu'il se trouve qu'il est vraiment ruiné à ce moment-là, ça commence un peu à mal se passer pour lui, la relation avec Delphine est en train de péricliter, parce que forcément comme Rastignac n'a plus d'argent, eh bien il n'intéresse plus Delphine, forcément Delphine, une fois qu'elle l'a bien plumé, ça ne l'intéresse plus.
Et donc, il est un peu voilà, au bout du rouleau à ce moment-là, quoi. Il est à court de solutions. Et donc, c'est tentant. Surtout que la petite Taillefer, en fait, comme lui dit Vautrin, ça se voit qu'il ne la laisse pas indifférente, en fait. Ça se voit que la petite Victorine, Rastignac lui plaît. Et donc, c'est un coup facile, c'est vraiment un coup très facile. Il peut très facilement se mettre avec elle. Et puis lui, après le duel, il n'est pas directement responsable. C'est Vautrin qui s'occupe de tout. Il a juste en fait à rien dire. Et puis la fortune va lui tomber dans les mains comme ça, sans rien faire. Et direct, il est hissé au sommet. Donc, le fait est que Rastignac hésite. Vraiment, il se pose la question. Et Rastignac, en fait, pendant pas mal de temps, est comme ça tourmenté par cette proposition. Ça lui tourne dans la tête. En plus, Vautrin fait plein d'allusions et tout. Et donc, il est vraiment en temps d'axe à ce moment-là. Et il demande carrément conseil en fait, à un de ses amis de la pension, qui est Horace Bianchon, donc un des étudiants qui est juste demi-pensionnaire, qui vient juste manger de temps en temps, qui est donc un étudiant en médecine. Horace Bianchon, c'est le futur docteur, futur médecin de la comédie humaine, celui qui soignera un peu tous les grands personnages de la comédie humaine. À ce moment-là, il est en étude encore. Je m'appelle Bianchon, Horace. J'étudie la médecine. Et donc, Rastignac se promène avec Bianchon et lui demande carrément, enfin, pas explicitement, il ne veut pas lui parler de la proposition parce que là, on lui dirait carrément, mais t'es fou, c'est n'importe quoi, c'est immoral, c'est monstrueux. Mais à demi-mot, il demande, il dit, d'après toi, qu'est-ce que tu ferais si on te proposait un truc qui te ferait faire fortune, mais c'est vraiment pas bien, tu ferais quoi, toi? Et Bianchon n'a pas du tout le même tempérament que Rastignac. Bianchon, c'est un peu l'anti-Rastignac, c'est un peu en effet miroir. Bianchon, c'est quelqu'un de bosseur. Lui, il veut vraiment réussir honnêtement sa vie. Il va à la fac de médecine, il suit les cours, il veut devenir juste un honnête médecin, il ne court pas après l'argent, il veut mener une vie très simple. Lui, il n'aime pas du tout les apparences, les grands, la jet set, tout ça, parisienne. C'est pas trop son truc. Lui, il veut juste mener sa petite vie modeste, aider son prochain, faire son métier de médecin, puis voilà. Ce qui fait qu'il y a vraiment une opposition entre les deux gars qui s'entendent bien, qui sont amis, mais qui n'ont pas la même vision de la vie, pas les mêmes attentes. Rastignac s'en alla promptement à l'école de droit. Les raisonnements de Vautrin le faisaient réfléchir à la vie sociale, au moment où il rencontra son ami Bianchon dans le jardin du Luxembourg. « Où as-tu pris cet air grave ?» lui dit l'étudiant en médecine, en lui prenant le bras pour se promener devant le palais. « Je suis tourmenté par de mauvaises idées. »« Et quel genre ? Ça se guérit les idées. »« Comment ? En y succombant. » Tu ris sans savoir ce dont il s'agit. « As-tu lu Rousseau ? » ?»« Oui. »« Te souviens-tu de ce passage où il demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin sans bouger de Paris? Oui. Eh bien. J'en suis à mon 33e mandarin. Ne plaisante pas. Allons. S'il t'était prouvé que la chose est possible, et qu'il te suffit d'un signe de tête, le ferais-tu? Eh bien, est-il bien vieux le mandarin? Jeune ou vieux, paralytique ou bien portant, ma foi, diantre. Eh bien non. Tu es un brave garçon, Bianchon. Mais si tu aimais une femme à te mettre pour elle l'âme à l'envers, et qu'il te fallut de l'argent, beaucoup d'argent, pour sa toilette, pour sa voiture, pour toutes ses fantaisies, enfin. Mais tu m'ôtes la raison, tu veux que je raisonne? Eh bien, Bianchon, je suis fou. Guéris-moi. J'ai 2 sœurs qui sont des anges de beauté et de candeur. Je veux qu'elles soient heureuses. Ou prendre 200 000 francs pour leur dot d'ici à 5 ans. Il est, vois-tu, des circonstances dans la vie où il faut jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à gagner des sous. Mais tu poses la question qui se trouve à l'entrée de la vie pour tout le monde, et tu veux couper le nœud gordien avec l'épée. Pour agir ainsi, mon cher, il faut être Alexandre, sinon on va au bagne. Moi, je suis heureux de la petite existence que je me créerai en province, où je succéderai tout bêtement à mon père. Notre bonheur, mon cher, tiendra toujours entre la plante de nos pieds et notre quipute. Et qu'il coûte 1 million par an ou 100 louis, la perception intrinsèque en est la même, en dedans de nous. Je conclus à l'avis du chinois. Cette deuxième partie d'Entrée dans le monde s'achève donc sur ce dilemme qui torture vraiment Rastignac et qu'il est sur le point en fait d'accepter.